Bonjour, moi je suis Alain Serge Mokomu, ou alors Mokomu Emi Alain Serge. Je suis journaliste. Alors si je prends la parole aujourd'hui, c'est en tant que citoyen camerounais, sur les questions de sécurité, les questions socio-politiques, les mutations, les grandes mutations qui sont en train de s'opérer. Pour comprendre un peu ce qui se passe, il faut remonter à un peu plus long dans l'histoire du Cameroun. Je ne prendrai pas celle très lointaine. Je m'arrêterai au tout début des années 60 avec naturellement la question des indépendances. Il n'est plus de secret pour personne. Au sortir de ces indépendances, nous avons signé des accords économiques, des accords de défense, des accords sur beaucoup de domaines. Ces accords avaient une limite dans le temps. Et nous avons cheminé, il y a eu un premier président de la République, M. Amadou Ahidjo, paix à son âme. Ensuite, il y a eu le deuxième président. Je voudrais insister sur la transition entre les deux présidents et dire que c'est une transition qui s'est faite entre guillemets de manière pacifique, oui, mais lorsqu'on y regarde bien, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de choses très très déterminantes qui se sont passées entre le premier président, la fin du premier président et le début du second président. Je continue de dire que c'est une lecture purement citoyenne. Je ne fais pas ici une lecture politique d'un certain bord. J'essaie d'expliquer du mieux que je peux ce que je comprends. Je peux me tromper, donc il ne faudrait pas que les uns et les autres me fusillent pour mes opinions. Alors, cela dit, je parlais tantôt du passage entre le premier et le deuxième président, qui, à mon sens, a été un élément très déterminant dans ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, en 1982, lorsque M. Biya arrive au pouvoir, il se trouve que certaines sources parlent des réserves énormes qui existaient, une pseudo-caisse noire. Je parle de tout ça au conditionnel parce que je n'ai pas mis la main sur les secrets d'État qui me révèlent effectivement cela. Mais il s'est dit, et dans les médias et dans les chaumières, qu'il y avait une caisse noire, une caisse qui gardait l'argent du pétrole qui n'était pas utilisé, une caisse qui avait une énorme somme d'argent qui permettait au Cameroun de juguler les différentes crises. Et il faut également souligner qu'à cette époque, le Cameroun n'était pas signataire d'un quelconque plan d'ajustement structurel, puisque le Cameroun n'en avait pas besoin. Donc le Cameroun n'était pas au FMI, le Cameroun n'était pas à la Banque mondiale. Alors, passé cette étape, M. Biya a pris le pouvoir dans cette opulence, entre guillemets, disons-le comme ça, dans cette opulence financière, dans cette aisance financière, dans cette facilité financière dont jouissait le Cameroun. Et quelque temps après, il y a eu la baisse du coût des matières premières. Certaines sources font état de ce que, entre la baisse du coût des matières premières, qui a vraiment secoué le Cameroun, et fin 86, lorsque le président de la République va déclarer de manière solennelle à la nation que 87 qui arrive sera une année difficile, nous rentrons dans un cycle difficile. La crise que les spécialistes disent existante depuis 1972 va officiellement être déclarée au Cameroun. Alors, le Cameroun rentre donc dans un cycle extrêmement difficile pour ceux qui ont un certain âge. C'est pas beau à décrire. Mais pour les besoins de mémoire, pour les besoins de l'histoire, on est bien obligé de le dire parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, il y a des plus jeunes que nous qui nous écoutent. Alors, fin 86, lors de son discours à la nation, le président de la République annonce quelque chose de très très difficile qui arrivait, la situation économique du Cameroun. Et donc certains spécialistes s'accordent à dire que les réserves de la caisse noire étaient complètement épuisées, on a tenu comme on a pu, et là, on a lâché, on ne pouvait plus continuer. Nous rentrons donc de plein fouet dans la crise économique. Les principales conséquences de cette crise économique seront quoi? Il y aura, dans un premier temps, la ratification
des accords d'ajustement structurel avec le FMI et la Banque mondiale. Ça veut dire que désormais le Cameroun est sous ajustement structurel. Premièrement, de manière générale, il faut comprendre que le Cameroun n'était plus maître de son destin. Pour faire n'importe quoi de manière significative dans le pays, il fallait bien qu'on ait l'aval du FMI et de la Banque mondiale. Cela se déclinait par quoi? Premièrement, il fallait baisser les salaires des fonctionnaires camerounais. Ce qui s'est passé, il y a eu une première baisse des salaires. Il y a eu la dévaluation du franc CFA. Le franc CFA est passé d'une parité de 50 francs CFA pour 1 franc français à 100 francs CFA pour 1 franc français. Du simple double. Pendant que nous étions encore à pleurer, il y a eu une seconde baisse des salaires. On a pensé que c'était le coup fatal, que non, nos misères continuaient. Parce qu'en plus des 2 baisses des salaires, il fallait compresser les effectifs de la fonction publique. C'est vrai, à l'époque, on n'avait pas utilisé le terme compression. On avait évité soigneusement de parler de compression du personnel. On avait utilisé le mot déflaté, les déflatés de la fonction publique. Le plus dur encore, c'était la fermeture des sociétés. La fermeture de certaines sociétés, de beaucoup de sociétés, et la privatisation d'autres sociétés. Ça fait que vous comprenez que l'État du Cameroun perdait la main sur bon nombre de choses. Alors, naturellement, la tension sociale allait grandir. Et naturellement, cette tension sociale a trouvé un nid fertile lorsque, en 1990-1991, avec le réaménagement de la Constitution, on va instituer la liberté d'expression et la liberté d'association au Cameroun. Je ne vais pas dire que là c'était le comble, mais avec l'avènement de cette nouvelle donne sociale, on a frôlé le pire. On a frôlé le pire avec les années de braise, 89, 90, 91, 92, où la grogne sociale avait atteint son paroxysme. Mais heureusement, ça c'est peut-être le lieu de féliciter les hommes politiques de cette époque, Midion Fundi, Paul Biya, Aménie Biale, docteur Aménie Biale, Samuel Ebois, ou encore de regretter mémoire le docteur Adamou Damdjouya, qui malgré cette tension sont restés patriotes, très très patriotes. Moi je tiens à leur tirer un coup de chapeau ici, parce que ça aurait été d'autres pays, je vous jure, ces gens auraient agi autrement. Peut-être que ce pays ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Peut-être qu'on serait réduit à la cendre. Ça ne s'est pas passé malgré cette grosse tension. Alors, tout doucement, donc, les gens ont appris à se mouvoir avec cette nouvelle donne. C'était très difficile. Je vais vous prendre un cliché simple. Lorsque vous aviez par exemple une infirmière qui pouvait toucher 30 000, qui habitait et qui devait travailler à l'hôpital central, qui devait se rendre à son travail tous les matins, 5 jours sur 7 dans la semaine, faisant 8 heures de travail par jour au minimum, sans compter les jours de garde. Alors, vraiment, il fallait que les gens aient le mental d'acier pour affronter cela. On pensait encore que le pire était passé, que non. Le plus dur était à venir. Parce qu'au-delà de toutes ces difficultés, on va quand même assister à la seconde dévaluation du franc CFA. Là, c'était le coup de massue. Là, on ne passait plus du simple double. D'abord, le franc français devait disparaître pour s'arrimer à l'euro. Et donc, nous devions faire face à une parité de 655 francs CFA pour 1 euro. Vous comprenez que pour des gens qui souffraient déjà à devoir changer leur monnaie 100 francs CFA pour 1 franc français, multiplié par 6,5, c'était infernal. Alors, les Camerounais se sont accrochés, ils se sont battus, ils ont travaillé comme des dingues, ils continuent d'ailleurs de travailler comme des dingues, et l'État du Cameroun s'est battu comme il a pu. Ces gens ont fait un travail remarquable. Je vais prendre quelques indices. En dehors de la guerre civile, de la tentative de coup d'État qui a eu lieu en 1984, le Cameroun, malgré toutes ces grosses difficultés,
a connu beaucoup de grogne sociale, mais ne s'est pas laissé entraîner dans la spirale de la guerre. Contrairement à beaucoup d'autres pays de la sous-région française d'Afrique ou de la sous-région équatoriale française qui compte à peu près 14-16 pays si ma mémoire est bonne. On a eu des guerres en Côte d'Ivoire, on a eu des guerres au Mali, on a eu des guerres en Centrafrique, on a eu des guerres, on va dire quoi, en Guinée, on a eu des guerres pratiquement dans tous ces pays de la sous-région Afrique francophone, mais jamais au Cameroun. Alors, on a appris, le Camerounais a appris à gérer toutes ces difficultés sur le plan social, sur le plan économique. Pendant ce temps, excusez-moi la redondance, le temps passe. Pendant ce temps, le temps passe. Les accords qui ont été signés en 1960, un peu avant 60, arrivaient peu à peu à leur terme. Et justement, il y aura un grand basculement. Les accords sont arrivés à leur terme. Il faut les renouveler. Certains pays les ont renouvelés, pas d'autres. Il se dit que parmi ceux qui ne les ont pas renouvelés, il y a le Cameroun. Beaucoup de ces accords n'ont pas été renouvelés en 2010. Je me souviens encore bien de la visite du président français François Hollande au Cameroun. Il était arrivé, il a discuté avec le président de la République, il a été reçu en grande pompe et tout, comme le Cameroun sait bien le faire. Et une phrase d'un spécialiste de la géopolitique, son nom ne me revient pas tout de suite, avait déclaré sur une antenne de télévision, je cite, Hollande qui part sans obtenir un accord avec le président Biya, demain n'augure pas de bons auspices pour le Cameroun. Le lendemain de la visite du président français François Hollande, on a la secte Boko Haram qui sévissait au Nigeria, qui a fait son entrée au Cameroun. Et la suite, tout le monde la connaît. Est-ce une coïncidence? Est-ce un heureux hasard ou alors un malheureux hasard? Je ne saurais le dire. Je fais juste des constats. Boko Haram va sévir, on va essayer la médiation, on va essayer de contenir Boko Haram comme on pourra. Malheureusement, on n'a pas pu endiguer, on n'a pas pu complètement terminer le phénomène Boko Haram. Et le président de la République, rappelez-vous, cette image forte sur le perron de l'Élysée lors d'une visite officielle déclarée sur les antennes de France 24, la guerre à la secte Boko Haram. La suite aussi, on la connaît puisque l'État du Cameroun va faire preuve de bravoure à travers ses forces de défense nationale. Toutes ces choses pour dire que la situation qui nous arrive aujourd'hui n'est pas venue comme un grain de cheveux dans la soupe. Il y a beaucoup de choses qui, mises ensemble, nous permettent de comprendre ce qui arrive au Cameroun.